les extrêmes hydrologiques, la pression sur la ressource en eau et les incertitudes liées au changement climatique suscitent depuis quelques années l'intérêt croissant pour l'analyse des étiages. La préoccupation de ces analyses est de prédire les périodes de base d'eau afin de mettre les moyens de gestion de la ressource en eau. Donc, longtemps négligés, les étiages prennent aujourd'hui une importance croissante aux yeux, non seulement des hydrologues, mais aussi des acteurs et de la population. Cette prise en conscience résulte de la pression toujours grandissante sur la ressource en eau des rivières et des faits que les hasards climatiques et la variabilité saisonnière engendrent rarement une concomitance entre la ressource et les besoins. En fait, une gestion efficiente de la ressource en eau est conditionnée d'abord par la connaissance précise de la ressource en eau dans le temps et dans l'espace, et ensuite par l'analyse des processus hydrologiques et la prédétermination de certaines grandeurs hydrologiques, comme l'écrit. Il s'agit des ruissellements qui répondent plus directement aux précipitations, le tarissement ou le débit non influencé par les précipitations qui correspond au ressuyage des nappes et les étiages ou l'étiage. Il s'agit des débits renvoient à la ressource en eau souterraine, donc à l'eau ultime au seuil intérieur de la ressource en eau disponible dans un bassin versant. En fait, si les craies constituaient des épisodes clairement définis, les étiages sont des phénomènes plus complexes à décrire et leur jeunesse particulièrement longue les rendent difficiles à identifier. Donc l'objectif de cette communication, d'abord le premier point est la caractérisation des étiages dans le Haut-Spo, parce que la connaissance des débits d'étiage est de première importance pour la gestion des eaux, pour des aspects liés à l'estimation de la ressource en eau disponible et à la préservation de la qualité des biotopes la biotope rivière. Le deuxième point est l'analyse référentielle des étiages. Le troisième point est la mise en évidence des degrés de dépendance de la variable débit étiage avec les précipitations annuelles. Certes, la compréhension des phénomènes de débit d'étiage et le rapport qu'entretient celui-ci avec les précipitations annuelles apporte les clés d'une gestion efficiente, cohérente et prédictive de la ressource en eau pour les besoins stratégiques. L'étude s'appuie sur les débits moyens journaliers, donc IMG à la station hydrométrique d'Azaba et de pont chronique et de pont de diaspora chronique 1958 à 2009 et les données de précipitation mensuelle à la station d'Osfrey. Donc l'étude a appliqué sur le bassin du Sogo, l'amont de ce bassin. Comme vous savez, donc, le bassin de Scoultine est une artère hydrologique vitale pour le développement régional et l'économie du pays. C'est un bassin qui s'étend sur une superficie de 40 000 km², soit 5,6 de la superficie du Maroc, et représente 30% de la ressource en eau au Maroc. Donc notre étude concerne notamment la partie amont, il s'agit des Haut-Spo, d'une superficie de 4 678 km² à la station hydrométrique d'Azaba. Il représente 10% de la ressource en eau. C'est un bassin à forte pression anthropique, donc les entrées météorologiques sont soumises à des variations spatio-temporelles. Donc concernant les conditions climatiques, donc le Haut-Spo se trouve dans une zone de transition du point de vue climatique. Donc à l'est, le climat est plutôt humide avec d'importantes précipitations qui peuvent atteindre 800 mm sur le côte d'Azro et l'Ifren. En revanche, à l'est, le climat, les précipitations sont considérées sous influence semi-aride sur les kévettes, surtout les kévettes de Skoura, la kévette de Gibor et la kévette de Zouel. Donc, comme tous les processus naturels, donc les précipitations sont soumises à des variations spatio-temporelles. Donc, on a essayé de spatialiser les précipitations pour savoir l'organisation spatiale des précipitations. Donc, la carte, donc, en se basant sur la méthode de PNS, qui a permis donc de spatialiser les précipitations. Donc, la carte montre donc l'hétérogénéité d'organisation spatiale des précipitations dans le domaine d'étude.
Concernant les variations temporelles, donc on a appliqué la méthode de Poisson, c'est une méthode ici de la méthode du simple chimie, on a appliqué cette méthode sur la station de Reims. Pourquoi la station de Reims? D'abord c'est la station c'est une station qui se trouve à côté du domaine d'études, et la seule station, je crois, qui a une longue des données, presque un cycle de données. Donc l'application de cette méthode a permis de dégager donc les tendances émises et les tendances sèches. Donc on a pu donc extraire donc trois tendances. Une tendance humide, tendance sèche, et à partir de 2008, on observe le déclenchement d'une séquence humide. Donc ces périodes sèches, donc normalement occasion la diminution de la ressource en eau, la diminution de la ressource en eau, c'est un effet donc, qui affecte la sphère économique et sociale du Maroc. Donc, d'abord, avant de présenter donc, les résultats des débits d'étiage dans le HOSPO, donc je présente les définitions statistiques des débits d'étiage. La littérature, bien sûr, donc la littérature fait part plusieurs variables pour caractériser les débits d'étiage. Donc les variables les plus couramment citées pour caractériser l'exprimé d'étiage, donc le CUMINA, donc le VCNT, le TCNT, donc le TCE et l'étiage absolu et l'étiage annuel. Comme il a dit mon collègue ce matin, donc, malgré l'arsenal juridique constitué la loi sur l'eau 1095, donc le Maroc, contrairement par exemple à la France, ne possède aucun texte législatif au débit d'étiage qui serait intéressant pour la gestion, donc pour la protection de la ressource en eau. Donc on a utilisé donc, les variables de CUMINA et de VCNT pour donc, caractériser, pour étudier l'étiage dans le HOSPO. Ces variables sont faciles à extraire des annuaires hydrologiques. On voit à deux approches d'étiage. D'abord, le CUMINA est une valeur statistique sur un pas de temps long, alors que le VCN, basé sur les valeurs de KMG, le débit moyen journalier, est une approche modélisatrice fondée sur des moyennes mobiles à pas de temps variable qui inclut donc les dimensions dynamiques de la dérive de l'étiage. En fait, dans le HOSPO, donc, la variabilité des CUMINA montre que l'étiage dans le HOSPO donc, se produisent, les débits d'étiage se produisent donc, en septembre et en août et septembre, comparant donc les cours d'eau des bassins au Maroc. Par exemple, pour la station de Zaba, donc par exemple, on constate donc trois phases, trois périodes, une période humide, une période sèche et une période humide. Par exemple, pour la période sèche, dans la moyenne, 6 mètres cubes par seconde. Donc, il a la durée d'étiage, la période d'étiage la plus longue, à partir de 2009, donc l'année 2018, donc, est systématiquement donc, caractérisé par le déclenchement d'une séquence humide, donc, grâce à donc, les apports climatiques favorables. Donc, le découpage des CUMINA de la station de Pont-d'Omdes a permis aussi donc, d'identifier quatre périodes, deux périodes sèches et d'autres périodes humides homogènes. Donc, on observe ici une période sèche qui a duré 30 ans, 31 ans, donc il montre la sévérité d'étiage dans le bassin concerné. Donc on a essayé de faire l'analyse fréquentielle des débits d'étiage. Donc l'analyse fréquentielle a pour intérêt donc de quantifier donc plus ou moins le caractère exceptionnel des débits d'étiage. Donc normalement il existe plusieurs lois pour faire l'ajustement, mais le problème qui se pose ici, on a des valeurs
on a des valeurs, on a des séries qui ont contenant des valeurs nulles, ça veut dire 0. Donc c'est pour cela qu'on a trouvé, donc, on a essayé d'appliquer on a appliqué des lois qui s'adaptent avec des séries contenant des valeurs nulles, comme la loi de Goodrich, donc la loi de Goodrich, donc par exemple pour la station d'Azaba, donc l'étiage 1996, le débit absolu, le débit minimum absolu, donc a un temps de retour de l'ordre de 100 ans. Donc l'étiage ou pas de temps journalier. Les types des étiages à l'échelle mensuelle peuvent masquer des situations d'étiage très sévères. Nous abordons donc également l'étiage au pas de temps journalier à partir des VSN moyens DDP, moyens journaliers consécutifs les plus bas de chaque année. Il s'agit d'une variable obtenue à partir des flux moyens journaliers sur plusieurs jours consécutifs. Les valeurs VSN pour 3 jours, 10 jours et 30 jours ont été retenues pour la station d'Azaba. Donc on note ici, pour les VSN, on note un peu de différence entre les VSN aux différents pas. Par exemple, dans ce graphique, donc, par exemple, donc, les VSN de 30 est supérieur à 8% par rapport aux VSN de 5 et de 3 jours. On a essayé aussi de corréler donc, les VSN entre les VSN, une corrélation entre les VSN et les VSN et les Kimila. Donc on constate une forte corrélation entre ces deux variables. Donc pour savoir donc, le rôle des précipitations pour l'accentuation ou la diminution des effets d'étiage, donc on note qu'il y a une forte concordance entre les précipitations et les débits d'étiage, qu'on nous montre donc le cousin des débits d'étiage à Zaba et les pluies à Sport. Donc les précipitations annuelles de Sport expliquent presque 62% de la variance du débit d'étiage à la station d'Azaba. Donc ici, on peut se penser le rôle des nappes ici de la répartition spatiale et temporelle des précipitations. En conclusion, on peut dire que le Haussbou est marqué par une grande stabilité du débit en période d'étiage qui permettrait d'abord d'aborder le débit d'étiage de référence d'un point de vue égal à partir du Kimila. Donc la possibilité dans une certaine mesure d'anticiper le débit d'étiage à partir des pluies précédentes. Et nous sommes bien conscients qu'en l'absence des législations, comme l'a dit mon ami, donc spécifique à la gestion des eaux de surface, ces considérations sur l'outillage ne revêtent qu'un intérêt théorique. Et merci pour votre attention. شكرا للأستاذ. موضوع حول تدبير الشح المائي بحوض سبو الأعلى اعتمادا على معطيات إحصائية تتعلق بالمطر، هي تساقطات المطرية، وتم توظيف منهجية خرائطية كذلك لمعالجة هذا الموضوع، موضوع الشح المائي بالأطلس الأوسط الأعلى، كما تناول كذلك اعتماد مجموعة من المعادلات الرياضية الهيدرولوجية في مقاربة هذا الموضوع، وخرج بخلاصات حول تدبير الموارد المائية بهذه المنطقة. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، ويتعلق الأمر بموضوع الأستاذ بنقولوا مصطفى. حول موضوع خطر التدهور المرتبط بالماء
بالمياه في التراث المعماري المكناسي بمكناس. هو موضوع المداخلة، ويقدمه نعم طيب. موضوع سيتناول بالدرس تأثير المياه وخطورته في تدهور التراث المعماري بمدينة مكناس. للزملاء بقنقورة مصطفى من الوكالة الحضرية لمكناس، وبوغزالة محمد من بلد من عمالة مكناس. فليتفضل مشكورا. Je tiens à remercier le comité d'organisation, l'assistance, de présenter ce travail. L'eau et les risques de dégradation du patrimoine urbain de la Médina de Meknès. C'est un travail qui rentre dans le cadre de l'étude des risques dans la Médina de Meknès. Alors, nous allons présenter un aperçu sur le système hydraulique de la Médina de Meknès traditionnel, et bien sûr le constat et les résultats de quelques travaux. Donc la Médina de Meknès, classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, elle a une situation privilégiée au cours du Grand Meknès. La Médina de Meknès est caractérisée par un phénomène de déploiement naturel et bien sûr par des problèmes liés au risque de l'eau, aux conceptions traditionnelles de la Médina. La Médina de Meknès, ce que vous voyez là, la Médina de Meknès est composée par la Médina médiévale. Le premier noyau, c'est le Jarim. Et la cité impériale qui présentait le noyau de l'Ismaël. Donc, la Médina de Meknès, elle a été créée, fondée depuis la période almoravide. C'est la création de la ville de Meknès. Et bien sûr, il a connu aussi une généralisation de l'adduction de l'eau potable et la mise en place d'un réseau important de fontaines pendant la période mérinide. Il a connu aussi son apogée pendant le règne de Sultan Moulay Ismail au XVIIe siècle. La période coloniale a eu aussi un intérêt particulier aux eaux de l'Oued Boufkran et de son aménagement. Actuellement, on est en train de renouveler le réseau d'assainissement. La problématique, alors que la Médina de Meknès, comme vous le savez déjà, regorge d'importants monuments historiques à valeur patrimoniale importante.
On peut aussi s'étonner que ce patrimoine soit mal protégé contre les multiples risques liés aux effets négatifs de l'eau et de sa mauvaise gestion. Ainsi, les conséquences sont manifestes, entraînant la détérioration d'une grande partie du cadre bâti environnemental. Alors, quels sont les facteurs occasionnant diversibles dommages sur le patrimoine? Quelles sont les formes de dégradation du patrimoine? Quelles sont les zones les plus affectées par les effets négatifs de l'eau? Alors, nous avons adopté une approche territoriale basée sur un diagnostic, un diagnostic composé d'enquêtes institutionnelles par des enquêtes ménages et unités industrielles et artisanales, des prospections de terrain. Aussi, on a adopté une approche SIG pour le croisement des données et pour l'analyse et pour les critiques et les critiques. Donc, en ce qui concerne le système hydraulique, il est très ancien. Alors, il provenait les eaux de la Médina de Meknès provenaient de l'Oued Boufkelen qui alimentait la Médina, qui servit à des besoins d'agriculture, à la transformation des produits comme des moulins pendant les périodes anciennes. Le réseau hydraulique traditionnel de la Médina de Meknès a été battu en brèche et il a été ramifié à partir de répartiteurs. L'eau est ensuite conduite par des canalisations souterraines en poterie vers les édifices socio-économiques. Alors, là, c'est l'Oued Boufkelen qui rentrait par le Sadiswani qui est à côté, là, et distribué vers les palais, les jardins, les équipements publics tels que les hammams, les fontaines et les équipements qui sont liés à l'utilisation de l'eau. Pour ce qui est des précipitations, Meknès a connu une forte précipitation pendant l'année 2010 qui a connu beaucoup d'effondrements de construction dans la Médina de Meknès. Quelques aspects de dégradation. Alors là, vous pouvez voir clairement les infiltrations des eaux et l'humidité dans les murs. Quelques infiltrations, quelques défaillances du réseau de canalisation. Voilà l'humidité dans quelques maisons anciennes traditionnelles. Aussi, les risques liés à l'incendie, aussi à la défaillance de beaucoup d'équipements, à savoir les aqueducs traditionnels, qui ont été substitués par des aqueducs en béton armé, voilà, les traditionnels en pisé. Et là, ils sont substitués pendant la période coloniale par des aqueducs traditionnels qui sont maintenant non fonctionnels. Et il y a aussi des contaminations de certains puits, l'eau des puits. Les fontaines qui ont été, beaucoup de fontaines sont condamnées actuellement. Et il y a rupture de l'eau potable à cause du coût pour la commune. Il y a des canalisations en terre cuite qui ont été détruites. Voilà, le cas dans les murs. D'autres aspects de dégradation se manifestent dans les hammams, dans les latrines et dans les salles d'ablution qui datent de la période mérinide. Aussi le réseau d'assainissement, ce que vous voyez, le réseau principal, le réseau secondaire en bleu et le réseau tertiaire. C'est beaucoup de problèmes qu'on est sur le réseau, problèmes liés aux impasses, problèmes de branchement direct, problèmes de réseau liés au morcellement des grandes demeures, le manque d'ouvrages d'engouffrement, efforts consentis par les services de la RADEM qui ont déjà commencé le renouvellement de ce réseau. Vous voyez dans ces photos, sur ces photos. Là, il y a stagnation des eaux pluviales
à cause du manque des ouvrages d'engouffrement pour faire évacuer les eaux pluviales. Alors, la stagnation des eaux va bien sûr servir pour le développement des végétaux, des implantations à côté des murs, des remparts qui se considèrent comme patrimoine. Bien sûr, le Oued Boufkeren, dans cette vallée, c'est le premier. Le Oued Boufkeren alimentait la Médina et connaît beaucoup de déversements auprès des quartiers, des agglomérations, l'agglomération de Meknès, de Boufkeren, de la Médina elle-même. Il y a quelques. Les eaux usées ménagères et les eaux vannes sont perdues sous le sol et peuvent atteindre, on ne sait pas, la nappe phréatique qui est peu profonde. Il y a de la pollution à partir de la tannerie. Le résultat, c'est la prolifération des constructions menaçantes. Ce que vous voyez là, c'est la prolifération de certaines de constructions. C'est la première conséquence de ce facteur qui est l'eau. Alors pour la Médina de Meknès, on comptait 2700, ce sont des statistiques de 2010. Elle a connu 2782 constructions menaçantes en ruine et 1250 qui sont véritablement touchées aux menaces en ruine. À partir de notre enquête ménage, on peut dire que la démarche a consisté d'analyser le phénomène grâce à une enquête ménage qui aura pour objectif une mesure de la perception de la population sur les causes des phénomènes et les solutions envisagées. Là, ce sont des quartiers, c'est mal vu, ou bien n'est pas clair. Alors, pour les quartiers, presque la majorité des quartiers connaissent le problème des infiltrations des eaux. Les enquêtés questionnés, ils ont tous répondu qu'ils voient que la première cause des constructions menaçantes en ruine, ça vient des eaux. Hormis les causes des risques indirects, comme la vétusté, ils disent que soit les infiltrations, soit l'humidité dans les murs, etc. Pour cette carte, il présente le niveau de pente. Alors ce qui est au noir, c'est le degré presque zéro, qu'on voyait là. Et là, c'est le lieu de stagnation des eaux. Donc là, il y a des poches de construction menacées en ruine autour ou à côté des régions où il y a stagnation de l'eau parce qu'il y a une défaillance. On dit que défaillance du réseau d'assainissement. Alors, ce que vous voyez dans cette, à partir de notre enquête ménage des PV, surtout administratifs, on a consulté PV par PV grâce à la base de données. On a pu remarquer qu'on a pu quand même déterminer les zones affectées par les infiltrations d'eau, peut-être qu'ils soient des eaux pluviales, du réseau d'assainissement perdu. Ils sont là, c'est le premier résultat. Pour nous, ce travail-là, ça va nous aider à définir des classes ou bien un facteur déterminant dans la détérioration du patrimoine et qui va nous servir comme un facteur pour la modélisation du risque de construction menaçant en ruine. Le quartier le plus touché, c'est l'ancien Mellah, quartier des Juifs. Là, dans cette carte,
on a fait un croisement des constructions menacées en ruine avec le réseau d'assainissement et l'intraviaire. Ce que vous voyez là, la RADEN, elle a pu, lors d'un projet de mise à niveau initié par le Omran, c'est le premier axe où le réseau d'assainissement était renouvelé. Vous voyez, il y a moins de construction menacées en ruine autour de cet axe. Pour étudier le cas des effets négatifs de l'eau, on a constaté que au cité impériale, surtout pour le quartier inutile de cas pour le quartier LML, où les constructions sont à 78% sont de type traditionnel, qui est dit traditionnel, c'est-à-dire qui sont plus menacés par les effets négatifs de l'eau, parce que l'eau, c'est le premier ennemi des constructions menacées en ruine, parce qu'ils sont construits par la pierre, le pisé, et le bois qui est solide et volige. Pour la cité impériale, on a remarqué que l'humidité ne présente guère 20% des constructions touchées par l'humidité et les infiltrations des eaux, donc il est moins menacé que la cité impériale. En guise de conclusion, on peut dire que les effets négatifs de l'eau sont parmi les causes déterminantes de la dégradation du patrimoine urbain de la Médina de Meknès, notamment par effet de capillarité, manque ou absence d'étanchéité, défaillance du réseau d'assainissement et des conduites de plomberie, non-adaptation des techniques et des matériaux de restauration, par effet de rejet. D'autres effets comme la pollution ont porté atteinte à l'environnement, notamment à la qualité des eaux souterraines et superficielles. Des mesures d'urgence doivent être entreprises. Pour le court terme, on suggère des campagnes de sensibilisation pour la population médinoise et les acteurs aussi. On propose aussi la mise en place d'un système de gestion des risques liés à l'eau comme le SIC. On propose aussi l'installation des steps à la sortie de la zone industrielle de Meknès et à côté de la tannerie de Meknès, de la Médina de Meknès. On propose aussi d'intégrer les risques menaçant la Médina de Meknès, non seulement les risques liés à l'eau, mais tous les risques dans le plan de prévention des PPR de la ville de Meknès qui est en cours. Pour le moyen et long terme, on propose d'adopter une vision stratégique pour limiter et éradiquer les effets des infiltrations d'eau et d'humidité. Merci pour votre attention. شكرا للأستاذ على هذه المداخلة القيمة. لقد أظهر لنا كيف أن الماء يشكل عامل تدهور، عاملا كيف أن الماء شكل عاملا يساهم في تدهور التراث العمراني بمدينة مكناس القديمة. الماء أصبح عامل تدهور. C'est un facteur de dégradation. لقد أوضح المتدخل ضرورة اعتماد إجراءات لمعالجة مشكل التدهور في آخر مداخلته. في انتظار مداخلة أخرى هي مداخلة الأستاذ بوسلم من جامعة محمد الأول بوجدة في موضوع الفيضانات وتطبيقات التهيئة بمنطقة السعيدية. تشخيص لحالة ولاشتغال بهذه المنطقة، تشخيص للحالة بمنطقة السعيدية. فليتفضل الأستاذ مشكورا.
Bon, au début, je tiens à remercier le comité qui a organisé ce colloque et je salue en même temps l'assistance. Bon, je vais continuer un peu sur le même thème qu'a évoqué M. Arzaf sur l'inondation, en donnant un exemple, le cas de Saïdia. L'inondation, les pratiques d'aménagement à Saïdia vécues d'un dysfonctionnement. Comment aborder le thème de l'inondation à Saïdia? Le choix, bon, ici le choix est fait dans le discernement et le bon sens, en se basant sur une expérience, ma propre expérience géographique vécue, qui prend d'une part la simplicité et insiste surtout sur l'observation. Étant géographe, j'ai travaillé surtout sur le terrain depuis 10 ans, alors je veux tout simplement montrer ça aux autres géographes. Saisir les informations utiles à partir de 4 points. C'est ce que je vais traiter, c'est ces 4 points. La réalité du terrain, l'aléa climatique, les précipitations, les dysfonctionnements d'aménagement, les pratiques aggravantes, et pour finir, je vais donner un cas d'une solution citoyenne. La réalité du terrain. Si la notion d'inondation correspond à la submersion et la transgression ponctuelle ça c'est la définition d'inondation, zone habituellement sèche par les eaux douces, terrestres ou salées, marines, la prédisposition de la plaine de Saïdia au phénomène est acquise, comme vous allez le constater. Toutefois, avant de montrer ces dispositions, toutefois il faut préciser que ce